Dans le cadre de l'enseignement de l'économie générale à distance, je vous propose cette capsule qui porte sur l'ouverture de l'économie. En effet, les échanges au niveau international peuvent être mesurés à partir de l'observation de l'évolution sur une période plus ou moins longue. On constate à partir de ce tableau que les échanges extérieurs au niveau mondial ont connu une évolution extraordinaire, passant de 59 milliards en 1948 à 17 930 milliards en 2012, soit une augmentation de 30 290%. Les exportations au niveau mondial ont été multipliées donc sur cette période par 303. Cette augmentation extraordinaire des échanges peut être expliquée par différents facteurs. Le premier facteur est sans doute la baisse des barrières douanières au niveau international. À côté de la baisse des droits de douane, on peut également avancer le progrès réalisé dans le domaine des transports et des communications, la mise en place d'une division internationale du travail et le développement des firmes multinationales. Mais la question qui se pose, est-ce que tous les pays ont bénéficié de cette croissance extraordinaire des échanges? L'observation des données de l'Organisation mondiale du commerce montre que 5 pays, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et les Pays-Bas, leur exportation représente 36% des exportations mondiales, ce qui signifie qu'il y a une certaine polarisation des échanges. Il y a des pôles qui dominent les échanges au niveau international. À côté de cette polarisation, il y a également un phénomène de régionalisation des échanges. Cette régionalisation est la tendance selon laquelle les échanges commerciaux tendent à se concentrer entre un nombre limité de pays. Ainsi, 48,54% des exportations de l'Amérique du Nord sont exportées vers les pays de la même zone. De la même façon, pour les pays de l'Europe, 68,65% des exportations des pays de l'Europe sont destinées aux pays de l'Europe. De la France vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers les différents pays. Par contre, pour les pays de l'Afrique, on constate que les échanges intra-zones, à l'intérieur de la même zone, c'est-à-dire entre les pays de l'Afrique, ne représentent que 12,86%. Les exportations de l'Afrique tout entière ne représentent que 3,5%, 51% des exportations mondiales. Ce qui signifie que les pays développés dominent les échanges internationaux. Par exemple, l'Europe, les exportations européennes représentent 35,61% des exportations totales. Donc il y a une domination par les 3 régions développées qui commercent massivement entre elles, alors que pour les pays sous-développés, on trouve l'inverse. Les PSD commercent peu entre eux et orientent leur exportation surtout vers les pays développés. Les accords régionaux qui ont participé à cette régionalisation des échanges sont multiples. Nous avons déjà vu les différentes formes: la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun et l'union économique. Parmi les principaux accords régionaux qui ont été réalisés, on trouve tout d'abord l'Union européenne. C'est une union économique où il y a libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, en plus d'une coordination des différentes politiques économiques entre les pays. On a vu l'exemple de la politique agricole commune. Ensuite, on a la zone de libre-échange, l'ALENA, où il y a 3 grands pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. On trouve le Mercosur, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, le Chili et la Bolivie. C'est une union douanière. Et l'union douanière, comme nous l'avons vu, c'est une zone de libre-échange
mais les pays membres adoptent le même tarif douanier à l'égard des pays non membres. Ensuite, il y a l'ASEAN, un certain nombre de pays de l'Asie qui ont procédé à la réduction progressive des droits de douane entre eux. Cette zone comprend principalement l'Indonésie, le Brunei, Singapour, Philippines, Malaisie et Thaïlande. Le cadre institutionnel de régulation des échanges extérieurs. L'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui procède à la régulation des échanges. Cette organisation vient après le GATT. Le GATT, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il est entré en vigueur au début de 1948. 23 pays ont signé l'accord au départ. L'objectif, c'était de libéraliser le commerce mondial à travers l'abolition des contingents et la diminution des droits de douane. Le dernier cycle de négociation, l'Uruguay Round, qui a duré entre 1986 et 1994. Il y a 8 cycles. Le GATT a connu 8 cycles depuis 1948 jusqu'à 1994. Le dernier cycle, c'est l'Uruguay Round. Il a la spécificité d'être étendu à différents domaines tels que l'agriculture, les services et le textile. L'OMC siège à Genève, en Suisse. Elle a été créée le 1er janvier 1995. Les négociations dans le cadre de l'OMC, les négociations de l'Uruguay Round de GATT avant de passer à l'OMC, les négociations de l'Uruguay Round ont abouti à la création de cette organisation mondiale du commerce. Elle est dirigée actuellement par le Brésilien Roberto Azevedo, c'est le successeur de Pascal Lama, et aujourd'hui on a environ 164 pays jusqu'à 2016. Bien, l'OMC a un certain nombre de principes. Elle défend un certain nombre de principes. Tout d'abord, un commerce sans discrimination. On a 2 points. Ce principe comprend 2 points. La clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire si un pays accorde une faveur spéciale, un avantage à un autre pays, il doit accorder le même avantage, la même faveur à tous les autres membres de l'OMC. Le deuxième point, le traitement national, qui signifie que les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être traités de la même manière. Autrement dit, il faut éviter toute discrimination entre les produits locaux et les produits importés. Le deuxième principe, c'est la libéralisation progressive du commerce. Ce principe signifie que les pays membres de l'OMC procèdent à la réduction progressive des droits de douane, la levée de tous les obstacles au commerce en vue de favoriser les échanges entre les pays. Le troisième principe, l'application d'un commerce loyal. Il s'agit de garantir une concurrence équilibrée et loyale, lutter contre le dumping et les subventions. Enfin, le règlement des différends avec des S, c'est-à-dire des conflits. L'OMC peut rendre un jugement lors d'un conflit commercial entre les pays membres. Enfin, quels sont les organes de l'OMC? L'OMC comprend un certain nombre d'organes. Tout d'abord, la conférence ministérielle, c'est l'autorité suprême. Elle réunit les membres de l'OMC au moins tous les 2 ans et elle tranche sur les accords multilatéraux. Le deuxième organe, le Conseil général, il rassemble normalement les ambassadeurs et les chefs de délégation à Genève. Il anime les négociations commerciales par secteur, par les services, sur les marchandises, la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Il y a également l'organe de règlement des différends. Cet organe a pour but de trancher les litiges entre les membres. Il met en œuvre des mécanismes de droit pour régler les conflits entre les pays membres, les conflits commerciaux. Il surveille la mise en œuvre des décisions. Enfin, il y a un certain nombre de conseils différents. Un conseil pour chaque grand domaine de commerce, tel que le conseil du commerce des marchandises, le conseil du commerce des services,
le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle, etc. Merci pour votre attention et à la prochaine.